Je m'appelle Laura Boulierac, je suis psychologue, sexologue et je suis moi-même neuroatypique. Est-ce que nos relations sont vraiment différentes de celles des personnes dites normales? Alors oui, souvent quand on est neuroatypique, multipotentiel, on doit développer des stratégies un peu différentes des autres. Donc bien occupé à développer ces stratégies, on va dire de survie, le développement au niveau social va pas être pareil. J'avais cette impression que l'autre dans le couple devait venir me compléter, me stabiliser. Et il y avait vraiment cette notion de moitié. On va absolument être dans cette idée de ne faire plus qu'un, plus qu'une. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire qu'on est toujours d'accord. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir des conflits. Est-ce que les couples fonctionnent mieux en étant en couple avec d'autres personnes neuroatypiques? Alors, Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast de Caméo où je me retrouve seule sans mon acolyte Julien pour la première fois. Donc vous m'excuserez si jamais les choses sont un petit peu chaotiques, ça ne serait pas surprenant. Donc je suis Lauriane et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans le podcast de Caméo Laura Boulirac, notre Laura préférée. J'ai tendance à dire dans l'équipe de Caméo, Laura avec qui on travaille depuis plusieurs mois maintenant pour l'accompagner dans son projet euh, dont elle nous parlera, je suis sûre, aujourd'hui au micro. Laura qui est psychologue et sexologue et qui s'est volontiers prêtée au jeu de ce podcast pour répondre à plein de questions qu'on nous a posées depuis très longtemps, mais sur lesquelles, vous le savez probablement, on n'avait pas forcément de réponse puisque ce n'est absolument pas notre spécialité sur les relations entre les multipotentiels et les autres. Donc toutes les personnes neuroatypiques, etc., qui se retrouvent parfois confrontées à des difficultés qui leur sont propres dans les relations amoureuses. Et nous avons décidé de faire appel à notre spécialiste adoré pour aider à répondre à ce sujet au micro de Caméo aujourd'hui. Laura, bienvenue. Merci de merci, nous rejoindre aujourd'hui. Je crois qu'on est toutes les deux très très à l'aise pour ce tout à fait. truc-là. On est comme des poissons dans l'eau. C'est ironique pour ceux qui... Mais je suis sûre qu'on va se détendre au fur et à mesure de notre échange. Il y a pas de souci là-dessus. Je nous fais confiance. Vu le temps qu'on passe à discuter habituellement, ça devrait bien se passer une fois le stress sorti. Du coup, Laura, je te propose, bah, si tu veux, commencer à te présenter, dire un petit peu bah, d'où tu viens, qui tu es, et ce que tu fais, tes spécialités. Ce que tu veux, on te laisse te présenter. Très bien, merci, avec plaisir. J'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans qui a envie de se cacher dans les jupes de sa Ça mère, va aller, pareil, mais je elle te n'est pas rassure. là. Donc du coup, je m'appelle Laura Boulierac, je suis psychologue, sexologue et bon alors, sujet un peu moins joyeux, mais je me spécialise dans la prise en charge du trauma et je suis moi-même neuroatypique. J'ai eu un diagnostic de TDAH cette année même et ça a toujours été un sujet qui m'a beaucoup intéressée, la neuroatypie en général. Et dans ma pratique, je reçois beaucoup de personnes en individuel et en couple qui sont elles-mêmes neuroatypiques. Donc Super. j'étais ravie de participer à ce projet avec toi, d'autant plus qu'effectivement tu m'accompagnes sur mon projet, qui est la sexosphère, que j'avais commencé il y a quelques années et que là je vais reprendre bientôt, de podcast justement sur le sujet, de la sexualité, des relations amoureuses et donc ton accompagnement, m'aide beaucoup à reprendre, un peu les rênes de ce projet que j'avais un peu laissé de côté pour, justement finir mes études de sexologie. Voilà, pour me présenter en quelques mots. Parfait. Bah, merci beaucoup, Laura. Effectivement, c'est un plaisir de travailler avec toi. On mettra évidemment tout ce qui concerne la sexosphère, puisque même si c'est en cours, il y a quand même déjà beaucoup de choses que vous pouvez aller regarder et d'anciens podcasts que vous pouvez aller consulter, qui sont tous très, très intéressants si vous vous posez des questions sur sexualité, relations, etc. N'hésitez pas, on vous mettra toutes les infos en commentaire, enfin, en description de la vidéo et du podcast. Du coup, alors, pour bah, lancer ce podcast et cette interview, comme je t'expliquais hors caméra, et je vais l'expliquer pour tous ceux qui nous écoutent ici, euh, ça fait très longtemps qu'on nous demande, à chaque fois qu'on a fait des interventions sur la parentalité, sur ce genre de choses avec Julien, on a toujours eu des commentaires qui nous disaient, oui, mais le couple, du coup. Alors, on ne se sentait absolument pas légitime pour en parler de notre côté. Euh,
comme je te disais avant qu'on lance l'enregistrement, probablement parce que, alors moi j'avais l'impression que ça ne m'avait pas posé problème dans mes relations, mes différentes relations. Et comme on discutait, probablement que je suis devenue experte en masquage. Je ne sais pas si ça se dit en français comme ça. Mais du coup, je suis peut-être pas une référence. Et c'est pour ça on a décidé de faire appel à toi. Euh, donc, j'avais envie de commencer par une question qui me paraît logique suite à cette réflexion. La différence entre Mmh. ce que j'ai vécu moi et ce que les autres ont vécu, c'est est-ce que toi, tu as l'impression, par rapport aux gens que tu rencontres, que quand on est multipotentiel ou neuroatypique, on va prendre ces termes assez larges, Mmh. est-ce que nos relations sont vraiment différentes de celles des personnes dites normales, neuroatypiques? Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles bah, on peut visualiser, en fait, qu'on peut voir dans la relation à l'autre, etc. Alors oui, effectivement. Alors il se passe quelque chose souvent avec les, personnes, neuroatypiques ou moi j'aime bien dire un peu neurospicy, pour le côté un peu, piment, épices, Je t'ai emprunté ce terme d'ailleurs, j'aime beaucoup. voilà, un peu différent. Bon, je l'ai trouvé sur internet, hein, je l'ai pas le voilà. J'imagine qu'on n'a pas la Hem, primeur, mais je le trouve beaucoup. Je l'aime beaucoup. je le trouve très sympa. Mm, Bah, déjà, en fait, que c'est pas des comment on va commencer du début. C'est généralement pas des enfances, comme les autres, mm, mhm, on va dire. Ça commence déjà dès le plus jeune âge. En termes de socialisation, c'est pas la même chose. Souvent, quand on est, bah, neuroatypique, multipotentiel, on doit développer des stratégies un peu différentes, juste c'est d'ailleurs à ça qu'on nous reconnaît, un peu différentes, des autres. Donc, bien occupé à développer ces stratégies, on va dire de survie, on mhm. n'a pas forcément trop le temps de développer, le développement au niveau social va pas être, un peu va pas être pareil. D'accord. Donc, va y avoir, des choses comme, par exemple, l'hypersensibilité, à la critique ou au rejet qui peuvent Mhm, être, beaucoup retrouvées chez les personnes, neuroatypiques et ça impacte nos relations aux autres, en fait. Parce que, bah, si on prend mal, le fait qu'une personne, ne nous réponde pas en se disant: «Bah, elle me rejette et cetera, machin», alors que peut-être juste elle avait autre chose à faire. mm. Heu, Exemple, voilà, assez typique, ben, on va pas vivre les relations de la même façon. Si on a très, très peur d'être rejeté justement, bah, on va essayer de développer tout un panel de stratégies pour pas que ça arrive. On va se mettre beaucoup à la place des autres, on va beaucoup, masquer, on va beaucoup essayer d'être, la personne parfaite pour l'autre, par exemple. On va beaucoup s'adapter et ça, évidemment, ça impacte nos relations sociales de façon générale et plus particulièrement nos relations amoureuses. D'accord. Voilà. Bah, pas Ok. dans le très bon sens, hein, là, forcément, généralement. Et aussi, une deuxième chose, c'est que très souvent, j'ai pas mal enfin, moi, quand j'ai découvert ma neuroatypie, je me disais: «Mais en fait, tout le monde est plus ou moins Oui. comme ça, tous mes amis sont un peu des hurluberlus comme moi». Enfin, voilà, en fait, on a tendance à marcher en pack, quoi. C'est un peu comme des loups, on se met en groupe. Donc Quand du on coup, on a peut. tendance, à être entouré de neuroatypiques, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe justement parce que quand on n'arrive pas à... Parce que beaucoup de gens qui nous rejoignent chez Cameo découvrent assez tard finalement dans leur vie qui fonctionnent un petit peu différemment, qui sont un petit peu neurospicy comme tu disais. Est-ce que pour ces personnes-là qui ont qui sont toujours un peu sentis le vilain petit canard de la bande au final, parce que peut-être que suivant là d'où ils viennent, suivant leur milieu familial, leur milieu là où ils ont étudié, le secteur d'activité dans lequel ils travaillent, ce genre de choses, ils ont Mmh. peut-être pas eu forcément la chance de pouvoir euh, explorer cette façon de fonctionner assez tôt, et ils se retrouvent dans une vie où ils sont peut-être pas forcément entourés de personnes qui fonctionnent comme eux, même si, comme tu disais, on a tendance à se rapprocher quand même. Moi, je m'en suis rendu compte, et on pourra en parler après, sur la manière dont on rentre en relation qui peuvent être assez, effectivement, spécifiques. Et où quand on regarde après les gens qui restent autour de nous, on se rend compte qu'effectivement, alors soit c'est des personnes qui sont très très ouvertes et qui sont OK avec notre mode de fonctionnement, soit c'est des personnes qui fonctionnent comme nous, au final, et qui ont les mêmes traits. Euh, mais du coup, ces personnes-là qui ont dû se masquer toute leur vie ou s'adapter ou développer des comportements qui sont du coup pas
les leurs, mais qui sont générés par la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul au final. À quoi ça peut ressembler dans une relation? Est-ce que tu peux donner des, mmh, Mmh. des indices de quand ça va pas ou quand ça va bien, au contraire? Mmh. Quand, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager? Alors dans une relation, bah, par exemple, je vais prendre un exemple qui peut être assez commun. Je pense par exemple, une personne neuroatypique qui aurait bon là je vais prendre des Mmh mh. TDAH parce que c'est quelque chose que je Connais mieux. je fréquente au quotidien. Heu, du coup, par exemple, le fait d'avoir oublié d'aller, chercher un truc, pour les courses, d'avoir, bah, moi Mmh. cette semaine par exemple, j'avais oublié d'aller acheter des Doliprane. Mmh. Par exemple et on en a besoin à la maison et du coup effectivement, bah, on se sent hyper, désolé. On va s'excuser, 20 000 fois parce qu'on est habitué à oublier des choses, à faire beaucoup d'erreurs. Et on a été habitué à avoir, reçu, pas mal de commentaires, négatifs, peut-être enfant, peut-être, par les professeurs, peut-être par la famille, peut-être par l'entourage, en disant: «Tu devrais faire plus d'efforts» et cetera. Parce que très souvent, en fait, tout humain, voit sa son expérience un peu comme universelle et à la Mmh. fois, on a l'impression des fois d'être seul au monde et d'être les seuls à vivre ce qu'on est en train de vivre. Quand on est amoureux, on a l'impression d'être les seuls à avoir vécu ce type d'amour Mmh. et pourtant, quand on vit nos expériences, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu universel et des fois, on a du mal à se mettre à la place de l'autre et quand on Mmh. est, par exemple, face à une personne, neurotypique qui effectivement, quand elle oublie quelque chose, c'est bon, bah, voilà, c'est parce qu'elle a oublié quelque chose, une personne, neuroatypique, bah, c'est son quotidien parce qu'en fait, chaque tâche est un effort donc chaque chose, retenir chaque chose, faire chaque chose demande une énergie que la personne n'a plus en fin de journée et donc les oublis, surviennent beaucoup plus et donc on peut prendre ça comme, oui, un signe de désintérêt ou de Mmh. manque d'amour, d'attention, et le prendre mal, en fait, le prendre pour soi et c'est là, en fait, où ça peut poser des problèmes, en fait, au niveau de l'incompréhension et Mmh. tiens, j'ai fait un truc vraiment typique, je sais plus, où j'allais dans mon explication. Je vous préviens, ça risque d'arriver régulièrement dans ce podcast. Ça m'arrive aussi en thérapie des fois et j'ai la chance d'avoir des patients et patientes, très Très patients et patientes. Et oui, donc du coup, c'est un signe effectivement, le fait d'être oublié, peut être perçu peut-être par la personne en face comme un manque d'amour, un manque d'attention, un manque d'intérêt qui lui est porté. Je pense que c'était ça que tu voulais, Oui et la culpabilité qu'on ressent en tant que Mmh. personne neuroatypique, cette culpabilité en permanence en fait de pas être suffisant, de pas faire assez, de devoir aussi, bah, dire à l'autre, qu'on est désolé en fait en Mmh. permanence et du coup on a des personnes qui en viennent à se sentir coupables de tout, même quand, elles On ne ne le veut sont pas. pas. Ouais, Même quand elles n'ont pas fait d'oubli, et là ça devient un petit peu compliqué quoi. Voilà, d'accord. OK. Oui, là où je me j'allais. souviens, je me souviens, je crois que ce que j'ai le plus entendu moi, c'est, «Quand on n'a pas de tête, on a des jambes». Ce fameux, dicton et où en fait, effectivement, c'est pas le problème, c'est pas d'oublier, de devoir faire plus d'aller-retour parce que tu as oublié un truc quand tu vas chercher un truc au frigo, que tu oublies ce que c'est et que ça arrive à tout le monde, hein, d'aller, dans sa cuisine et d'oublier ce qu'on était allé chercher là. Ça ce qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que ça arrive des fois plusieurs fois par jour, en fait. C'est-à-dire que ce qui est une occurrence, très, dont on peut rigoler, quand on est, neurotypique et on se dit: «Ah oui, mais j'ai pas de tête, j'ai pas eu de tête aujourd'hui, il faut que j'ai des jambes». Il faut imaginer que pour quelqu'un, moi, c'est quelque chose que je me suis dit moi-même, parce qu'on me l'a tellement répété que je me le suis dit moi-même pendant des années, bah, j'ai pas de tête, au final. J'ai pas de tête et ça, c'est horrible au niveau confiance en soi aussi, estime de soi et je pense que tu ne me contrediras pas en Complètement. sur l'importance de l'estime de soi dans une relation, Oui, à ce niveau-là. tout à fait et ça protège en fait l'estime de soi et le problème du coup, c'est que, avec la neuroatypie, on va être, on va dire un peu plus en danger, dans le cadre de relations, toxiques puisqu'en fait, on sait
on va par exemple, oublier des choses ou faire des choses d'une façon qui va être, qui a souvent été, dite, comme anormale. Je pense par exemple aux personnes sur le spectre autistique qui stiment et qui c'est estimer ces petits mouvements, Mmh. parfois un peu répétitifs et à qui on a dit, ben, «Tu bizarre de faire ça» ou des choses comme ça et qui donc ont acquis que en fait, enfin toutes les personnes neuro généralement ont acquis qu'elles sont bizarres, qu'elles font pas, qu'elles doivent faire des efforts pour, correspondre à ce qu'on attend d'elles et du coup, on en vient à s'auto alors je vais utiliser le terme gaslighter. Ouais. Je vais l'expliciter avant, Mmh. mais en fait, le gaslighting, ça vient d'un film, je crois, des années 50, dans D'accord, lequel le mari, faisait croire à sa femme qu'elle était folle, en baissant petit à petit la lumière de la lampe à gaz, et en d'accord, lui disant, «Mais non, non, la lumière est grand allumée». d'accord. Voilà. Je savais pas du tout d'où ça venait en fait ce terme. Bah, ça vient de ce film-là. Alors D'accord. en français, on pourrait peut-être dire lampe à gazer quelqu'un, mais il y aurait pas la référence, ça serait un peu Ouais. bizarre. Donc on va dire gaslighting et c'est une stratégie de manipulation qui est les gens qui l'utilisent ne l'utilisent pas forcément en toute connaissance Consciemment. de cause, en se disant: «Ha ha ha» comme Gargamel: «Ha Mmh ha ha, je vais le ou la manipuler, lui faire croire qu'elle est complètement folle ou qu'il est complètement fou». Des fois, c'est juste des gens qui assument pas d'avoir dit quelque chose ou fait quelque chose. Mmh. Mais du coup, en fait, les personnes, neuroatypiques vont être particulièrement, sensibles au gaslighting, vont être, parce qu'en fait, on est habitué à douter en permanence de nous-mêmes. Donc en fait, Mmh. si quelqu'un rajoute un par-dessus, du doute, bah, on va être très, très prompt et prompte à douter et en plus, on se le fait à soi-même. Des fois, Mmh. il nous arrive un truc, on se dit: «Non, mais peut-être que je me le suis inventé. Non, peut-être j'ai pas bien retenu ce que la personne m'a dit. Peut-être que je l'ai inventé. Peut-être que ou je me rappelle plus exactement les mots». Enfin voilà, donc on va être assez, sensible à ce genre de on va dire de problématiques manipulatoires. Ouais, d'accord. Et justement, si on parle alors ça, c'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre. Alors ceux qui, sont peut-être plus avancés que moi sur ce chemin-là, vont rigoler de m'entendre, le dire, mais peut-être que ça va permettre à certaines personnes qui nous écoutent d'avancer aujourd'hui. Je sais que, quand j'étais plus jeune, et il y a pas si longtemps que ça au final, parce que c'est quand même, assez, récent, pour moi cette, prise de conscience. Je parlais d'estime de soi, précédemment, mais j'avais cette impression que, l'autre dans le couple devait venir me compléter, me stabiliser. Hem Et il y avait vraiment cette notion de moitié et dans notre langage, Mmh. c'est vraiment, tu vois, quelque chose: «Est-ce que tu as trouvé ta moitié?» On a ces histoires de grand amour où, d'un coup tout devient plus simple, d'un coup on peut se révéler, c'est l'autre qui nous révèle et cetera. Et ce que j'ai découvert, enfin ce que j'ai compris récemment en travaillant sur moi, c'est à quel point, hem, le fait d'augmenter mon estime de moi, alors déjà c'est un processus qui est très, très long et compliqué, mais le Mmh. fait de travailler dessus, en fait, aide à avoir une relation de couple finalement beaucoup plus équilibrée. Hem et voilà, je me disais que ça pourrait être intéressant avec la conversation qu'on vient d'avoir, de discuter un petit peu, savoir ce que tu penses toi de tout cet imaginaire commun, tout ce que la société nous a «appris» entre guillemets sur comment les relations devraient être et cetera. Est-ce qu'il y a des choses toi comme ça, alors soit si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, soit d'autres choses où tu te dis: «Bah oui, ça en fait on le dit et c'est tellement faux, et ça fait tellement de mal que, il faut en parler aujourd'hui». Bah, je suis complètement, d'accord avec toi sur cette idée de bah, ce dont tu me parles là, c'est la fusion, en fait. On Oui. nous on nous vend de la fusion, partout, tout le temps. Bah, il y a cette idée reçue de «qui se ressemble s'assemble». On a aussi Mmh. les des satires, hein, dans un autre registre. Il y a à boire et à manger avec les dictons, c'est ça que j'adore. C'est clair. Et il y a ce truc-là de fusionner avec la ou les personnes avec qui on est justement, ça aussi c'est c'est une idée reçue. Mais oui, il y a cette idée de fusion alors que, en fait, la fusion qu'on a eue évidemment, on a dû avoir de la fusion à un moment donné de notre vie, quand on était des bébés, parce Mmh. que sans ça, on n'aurait pas survécu. On avait besoin que quelqu'un nous nourrisse, s'occupe de nous, bah, enfin, pour survivre pendant, nos premières années de vie, on avait besoin d'être dans une fusion. Mais à partir de là, après, une fois que le détachement s'est effectué, on n'a plus vraiment besoin d'être dans la fusion
Et je pense que c'est ce qu'on a un peu tendance à rechercher après, à l'âge adulte, on essaie de rechercher un peu cette même fusion, mais là, c'est un peu différent quand on est adulte. Moi, j'aime plutôt parler de connexion que Mmh. de fusion, en fait. Je parle beaucoup, beaucoup de connexion à mes patients et patientes, parce que je pense que c'est important de faire la différence, en fait. La connexion, c'est pas quelque chose, qui a lieu en permanence et surtout, en fait, on partage des choses. Mmh. En fait, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait, je vais peut-être vous dire un truc inexact, mais Tu m'en enfin, remettras te s'il faut. dire, parce que je te vous vois. Non, je pensais aux auditeuristes. Oui, il y a pas de souci. Un couple, c'est 2 personnes qui ne font plus qu'une. Mmh. Oui, mais laquelle? Mmh. Et le problème que j'ai avec la fusion, c'est ça, c'est que, on va absolument être dans cette idée de ne faire plus qu'un, plus qu'une, mais ça veut dire qu'il y a pas de conflit, ça veut dire qu'on est toujours d'accord, ça veut dire qu'on va toujours dans la même direction. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir des conflits. Mmh. C'est hyper important de pas être d'accord, c'est hyper important d'amener, des choses, nouvelles à l'autre, c'est important que l'autre nous amène d'autres choses aussi. Donc oui, je effectivement, cette notion de fusion, j'avoue que je me bagarre un peu avec Ouais. et en plus aussi cette notion de, le conflit, c'est dangereux pour le couple aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil que je retrouve, énormément aussi, parce que très souvent, en fait, on a eu des exemples de conflits qui étaient violents, en Mmh. fait. Enfin, quand on imagine conflit, on imagine violence, alors qu'en Mmh. fait, non, on peut avoir un conflit comme là, on est en train de parler, bah, on peut avoir un conflit, sur le même ton. Oui, un conflit, c'est 2 personnes qui ne sont pas d'accord et qui essayent d'expliquer pourquoi, l'une à l'autre, elles ne sont pas d'accord. Ça n'a pas forcément, ça veut pas forcément dire se mettre à crier, casser de la vaisselle ou, se faire du mal, physiquement l'un à l'autre, forcément. Exactement et C'est on ça. arrive à quelque chose, en fait, en Mmh ayant un mh. conflit. On arrive à trouver un terrain d'entente et je pense Mmh. que c'est ça, pour moi, un couple, c'est pas des ou une relation amoureuse, c'est pas des personnes qui ne se disputent jamais. C'est 2 personnes qui se disputent de façon, saine et Mmh. qui les amènent dans un endroit où elles vont se comprendre. Parce qu'effectivement, on vient pas, quand on se met en couple avec quelqu'un, on n'a pas été élevé de la même façon. On vient de familles différentes, Mmh. heureusement. Hem Il vaut mieux, et il vaut sinon mieux, ça pose d'autres problèmes. exactement, non, non, on a eu, aucun enfin, rien n'a été, commun. Donc oui, on vient de milieux différents, enfin, on Mmh. vient d'endroits différents, évidemment, ça va être différent et évidemment, on va avoir des conflits, on va pas être d'accord sur plein de choses et Mmh mh. OK. Ça me rappelle, là du coup, bah, je vous invite un peu dans ma vie privée. Ça me rappelle un des plus gros conflits, que j'ai, avec, mon cher et tendre. Hem et comme tu disais on est tous les 2 des personnes, les cris et cetera, c'est absolument pas, notre truc. On sait pas faire, mais par contre, effectivement, il y a de la tension des fois sur certains sujets. Et je me souviens, l'été dernier justement, donc comme on a une petite fille et qu'on vit à l'étranger, on elle est tout le temps là et donc du coup on essaye d'éviter, en tout cas quand des fois ce sujet arrivait, sur la table, heu elle intervenait d'une manière ou d'une autre parce qu'elle ne supportait pas la tension ou même nous, on voulait pas forcément l'amener plus loin. Bref, l'été dernier, elle est en vacances chez ses grands-parents et on a une avenue de temps juste pour nous, pour discuter. Alors on n'a pas crié, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est de se rendre compte que le fait d'avoir pu amener la discussion autour de ce conflit jusqu'au bout, nous a permis de comprendre en fait qu'on parlait de la même chose. On disait la même chose, on avait les mêmes envies, mais par contre on avait un cadre de référence qui était tellement différent que les mots utilisés par chacun venaient activer des peurs chez l'autre et des incompréhensions. Et en fait, ce moment-là était vraiment hyper précieux pour moi parce que finalement c'était un conflit qui ne s'était pas réglé pendant des années parce qu'on n'arrivait jamais à aller jusqu'au bout de la conversation. Mmh. Pour différentes raisons. Ça nous a pris beaucoup de temps pour le faire, hein. Ça nous a pris, plusieurs heures pour arriver à démêler, jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on arrive au bout du truc en se disant: «Mais en fait, effectivement, on a la même vision des choses», en tant que là, c'était sur la parentalité, on a la même vision des choses, mais par contre, chacun comme on vient chacun d'expériences, qu'on a chacun des peurs différentes, comme on a chacun un cadre de référence différent, la manière dont chacun parlait d'un truc à l'autre, venait activer chez l'autre une incompréhension qui se traduisait par de la tension. Et c'est assez, comme tu dis, enfin pour moi c'est hyper important ce que tu dis parce que, parfois
une dispute, une tension comme ça, un conflit, il va y avoir plein de choses qui va nous faire l'arrêter. On va, arrêter parce que les enfants sont là, parce que on se sent mis en difficulté, parce qu'il y a des émotions très, très difficiles qui sortent, des peurs très profondes qui sont, réactivées. Hem Et dans ce cas-là, on va activer des réflexes soit, bah, de combat, et c'est là où on va peut-être voir les personnes, commencent à crier, à dire des choses horribles et cetera, parce que c'est on passe en mode combat, ou de la fuite. Et moi, c'était ce que j'utilisais, c'est-à-dire que je partais loin. Alors pas très loin, des fois c'était juste dans ma chambre, mais en gros, j'essayais de Mmh. fuir la conversation parce que c'était trop difficile. Et le fait d'aller jusqu'au bout, a aidé. Alors là, on était dans la maison, mais mon petit conseil pour ceux qui ont des conversations difficiles, c'est un long chemin à faire en voiture. C'est aussi un endroit où j'ai adoré avoir des conversations parce qu'on ne peut pas s'échapper et on ne peut pas s'énerver parce que quand même, on est dans un enfin, voilà, on est dans un contexte qui fait que, ben, il faut rester, quand même, posé parce qu'il faut pas avoir un accident, mais c'était un très bon endroit. Autre chose, parce qu'évidemment ce que tu dis me fait cogiter et fait sortir plein de trucs, est-ce que alors tu disais, effectivement cette histoire de fusion, d'attendre, voilà, de se perdre un petit peu dans un espèce de tout, ce que ça m'évoque, moi, je me dis: «Est-ce que c'est pas quelque chose sur lesquels les neuroatypiques sont encore plus sensibles?» Parce que, on a tellement, souffert d'être qui on était pendant longtemps que, est-ce que cette idée de fusion du couple qui est portée par la société, par l'imaginaire, par tous les films, toutes les histoires, les romances, tous les téléfilms qu'on peut voir, je pense que le must, c'est ceux de Noël. Alors j'adore, hein, mais c'est quand même très gnangnan, et très idéalisé. Est-ce qu'on n'est pas encore plus sensible que ça, avec un espèce d'espoir que, ça va nous guérir au final? Ça va nous permettre d'être comme les autres? Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu as pu analyser ou c'est peut-être quelque chose, Là, je dirais que ça dépend, mais oui, oui, ça peut, bah, en fait, ce qu'on retrouve, pas mal, chez les personnes neuroatypiques, c'est des problèmes de régulation émotionnelle, Mmh mh. hein, et on se régule, enfin, on peut s'autoréguler et on se régule aussi avec les autres. Donc l'autorégulation et la corégulation. Là, par Mmh. exemple, au début de l'interview, podcast, bah, on était stressées toutes les 2 Mmh. et on s'est co-régulées ensemble en Tout à fait. parlant, en se regardant à travers la caméra. Petit à petit, ça s'est calmé. Mmh. On s'est co-régulées Ouais. et des fois, bah, je sais pas, j'ai une journée, hyper fatigante et cetera, bah, je me mets toute seule dans un coin chez moi, je respire et cetera, je m'autorégule. Mmh. Voilà. Et justement, en étant neuroatypique, c'est des fois des stratégies qu'on n'a pas, qu'on va avoir plus ou moins développées. Par exemple, on aura peut-être beaucoup investi régulation, mais pas trop la corégulation. Au contraire, on aura tout investi sur la corégulation et pas trop sur l'autorégulation. Donc par exemple, je pense à des situations où, je pense à des fois, j'ai, bah, des personnes qui vont, par exemple, demander beaucoup, beaucoup aux autres, de compter sur les amis pour se réguler émotionnellement, qui vont Mmh. tout de suite directement appeler, des amis, quand il y a un problème, quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse, mais qui vont vraiment en avoir un besoin, quoi. Enfin, Mmh. c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir les outils à la maison pour, se réguler seuls et l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les 2, hein. On n'est pas que l'un, que l'autre, c'est un peu entre les 2 et les généralement, ça peut, on peut dire qu'il peut y avoir des disparités, en fait, chez les personnes Mmh. neuroatypiques là-dessus et donc dans ces cas-là, l'autre dans la relation amoureuse peut être, investi de ce super pouvoir magique de réguler l'émotion. Mmh. Et Mais du coup, effectivement, c'est là où ça peut devenir problématique parce que ça peut entraîner, bah, une dépendance, en fait. Parce que si l'autre me régule, tout le temps, en fait, bah, je j'ai pas à développer les outils pour me réguler aussi, seule. mmh. Et en même temps, on me les a pas donnés ces outils-là, parce que Ouais. si je fais comme ça, c'est que j'ai pas pu faire autrement. Mmh. Donc c'est là aussi où cette notion de fusion et particulièrement chez les personnes, neuro A, elle peut être un peu embêtante. Ouais. Et j'imagine aussi qu'il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire les personnes qui ont constamment appris à s'autoréguler et qui n'ont absolument pas de corégulation, du coup, dans le couple, peuvent donner à l'autre personne l'impression de ne pas être importante parce que, bah, du coup, dès qu'il y a un problème, elle se tourne vers elle-même et pas vers, l'autre, dans le couple. Et Exactement. j'imagine ça peut poser aussi, Bah, des le problèmes de problème rejet. inverse. Ouais, le Bah, problème oui, de rejet la parce que petite ouais. fuite.
On donner connaît, hein? l'impression à l'autre qu'il y a du rejet. Bah, surtout si on est sur un couple de neuroatypiques, par exemple, et qu'on a une personne qui va beaucoup s'autoréguler, qui va se chut refermer, Mmh. ça peut créer de l'anxiété chez l'autre. Après bon voilà, c'est aussi une question de connaître, sa partenaire et Mmh. se connaître soi-même. Mais aussi c'est le problème, bah, c'est ce que tu disais au tout début aussi, on a des diagnostics qu'on peut avoir, très tardivement en fait. Donc ce travail de se dire: «Ah bah non en fait, je suis pas, flemmarde, de l'administratif, c'est juste que ça me fait exploser le cerveau». Mmh. Ou ben non, en fait, c'est pas que, je suis bizarre, c'est juste que je supporte pas ce bruit me fait très, très mal comme un couteau Mmh. dans le cœur. Hem, Bah, en fait, c'est des choses qu'on acquiert tardivement, en fait. Donc Mmh. on a là-dessus, on a un retard à essayer de rattraper, quoi. C'est Sur pas se juste. comprendre, ouais, Mmh. sur se comprendre soi-même et cetera, et du coup, est-ce que toi, dans ta pratique ou dans ton expérience ou, est-ce que tu sais ou pas si, quand on est neuro-spicy ou, multipotentiel, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que les couples fonctionnent mieux en étant en couple avec d'autres personnes neuroatypiques ou est-ce que, finalement ça change pas? Puisque être en couple de toute façon, c'est pas évident pour tout le monde et du coup, finalement, peu importe la façon dont fonctionne le cerveau des gens, ça reste compliqué ou inversement? Est-ce que c'est quand même plus facile d'être, avec quelqu'un qui Qui comprend? Bah, ouais, alors vraiment, je dirais que ça dépend. Pour le mmh. coup, je vais faire une réponse, de normande. Non, mais ça paraît logique, hein, c'est Parce pas que oui, en fait, ça dépend. Effectivement, bah, il y a du bon, du moins bon. Il y a du bon d'être avec une personne qui nous comprend sur l'aspect neuroatypie, dans le sens où on peut imaginer, parce que c'est pas toujours le cas, qu'il va y avoir plus de bienveillance et de compréhension, puisqu'en fait l'autre comprend ce qu'on traverse. mmh, Le truc, c'est qu'en fait, comme on a mis toutes et tous en place des stratégies différentes, qui fonctionnent plus ou moins. Ben, du coup, on peut reprocher à l'autre d'avoir une stratégie foireuse et de dire et mmh. d'essayer de lui imposer, la nôtre qui fonctionne vachement bien pour nous, par exemple. Ouais, Ça, je connais bien et là, bah, ça c'est très, très enfin, on n'est plus des enfants. Quand, vous avez votre partenaire qui vous explique comment vivre, c'est très agaçant. ouais, Voilà. Donc ça, par exemple, ça peut créer des frictions. oui, Voilà. de beaucoup de Dire frustration. voilà, je pense, bah, régulation émotionnelle, j'ai des plein d'exemples comme ça où, bah, il y a une personne qui va, réguler en cachant bien l'émotion Mmh, sous une dose de distance et de: Non, je ressens rien du tout», et l'autre qui va au contraire, décharger beaucoup, pleurer, réagir beaucoup et cetera, et donc les 2 sont un peu, dans 2 stratégies opposées pour un même problème, une mmh, hypersensibilité à la base. ouais, Parce que des fois, en fait, on a le même problème à la base et on va mmh, mettre en place des stratégies qui n'ont rien à voir. ouais, Ah, et des fois, on est avec une personne qui a une neuroatypie différente de la nôtre, ouais, et même si on est neuroatypique, bah, en fait, on est quand même on a des points communs, mais on est quand même dans des univers un peu différents, ouais. et en même temps, ça peut être une force. Par exemple, enfin, on peut être avec quelqu'un qui a du mal à entrer en contact avec les autres, et mais qui, par contre, est très organisé. Là, je fais vraiment un truc très, voilà, Mmh mh, mmh. voilà. Mais par contre, nous, on peut être, je pense à mon cas personnel, on peut être assez sociable et avoir des facilités à aller vers les autres, mais par exemple, avoir une phobie administrative. C'est la deuxième fois que j'en parle, donc vous avez Ouais. compris que vraiment j'aime pas ça. Et je Mais comprends pourquoi on s'entend bien puisque j'ai un peu la même caractéristique dans mon couple, tu vois? voilà, c'est une dynamique qui peut fonctionner. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à mettre du cadre, à être, régulière là où vous l'êtes pas du tout, et puis on est de l'autre côté, vous pouvez amener, quelque chose d'un peu plus fluide à l'autre, un peu de folie, Souplesse. un peu d'épices, un peu de surprise. Voilà, et ça marche aussi dans un couple neurotypique aussi. Enfin, Mmh. en fait, vous êtes avec quelqu'un qui, effectivement, bah, dépense beaucoup moins d'énergie pour faire les tâches, qui va automatiser certaines choses, et qui va peut-être faciliter des choses pour vous. L'essentiel, je pense, enfin, je pour moi, le truc le plus important, c'est surtout d'être au courant Ouais, des différences et de savoir, en fait, trouver un terrain d'entente et d'adaptation, et
et surtout, bah, je reviens sur les conflits parce que c'est très important, de pas oublier, pourquoi on est ensemble quand on s'engueule. Petite interlude pour te parler de notre sponsor qui est, eh bien, personne. Personne n'a sponsorisé cette vidéo, c'est juste du temps qu'on passe pour t'apporter vraiment du contenu de qualité. Donc si tu souhaites découvrir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à te laisser avec la suite de l'épisode. C'est-à-dire que quand on s'engueule, souvent enfin, je vois très souvent en thérapie de couple, des couples qui viennent, qui se disputent, ils comptent les points, en fait. Mmh. Alors qu'en fait, pourquoi on se dispute? Est-ce que je prendrais le temps de me disputer avec quelqu'un dont j'ai rien à foutre? Non, en fait, je me dispute parce que j'ai envie que l'autre comprenne ce qui se passe chez moi et l'autre a envie de comprendre enfin, Oui. comprendre aussi, et l'autre aussi veut que je comprenne ce qui se passe chez lui ou elle et en fait, c'est ça, en fait, dans le couple, on a des conflits, heu, faut qu'on comprenne qu'on est toujours une équipe, même quand on s'engueule. Ça me rappelle, des vidéos que je vois, des gens que je suis sur Insta ou quoi, où, ils expliquaient la différence, alors pour le coup entre hommes et femmes, mais je pense que c'est pas vraiment une question, de genre, mais c'est plus une question d'état d'esprit, même si effectivement peut-être que ça se voit beaucoup plus comme ça chez des couples hétérosexuels, mais en vrai, je pense que c'est surtout ça, mais ça m'évoque ce que tu dis sur le conflit, c'est que, ils expliquaient que, les hommes sont souvent surpris quand leur femme les quitte parce qu'ils avaient l'impression que ça allait mieux, qu'il y avait beaucoup de conflits avant et puis que ça allait mieux. Elle arrêtait, de poser des questions ou de demander des comptes, ce genre de choses, selon leurs termes. Heu et en fait, les personnes qui parlaient de ça expliquaient que, bah, c'est juste qu'en fait, elle avait laissé tomber et que du coup, il y avait plus de conflit parce qu'en fait, il y avait plus d'investissement dans la relation. Parce qu'il y avait eu trop de déceptions, trop de moments où les choses n'étaient pas, prises en compte et cetera et au final, ça m'évoque ça. Alors je pense que c'est effectivement pas du tout lié au genre, même si effectivement ça se voit évidemment, la norme étant les couples hétérosexuels, ça se voit beaucoup dans ce sens-là. Mais je pense surtout que ça se voit dans les relations qui sont déséquilibrées où effectivement, comme tu disais, si on vient chercher le conflit, c'est parce qu'on a envie que le couple fonctionne. On a envie que ça marche, on se retrouve dans une situation à 2 qui ne convient pas, au moins une des 2 personnes dans le couple, on a envie que le couple fonctionne, on a envie d'aller plus loin, en fait. On a envie d'être chacun respecté, en tant que, bah, moitié du couple, en fait. Mmh. Et du coup, on sait que enfin, on sait en tout cas, ça me paraît totalement logique et pour l'avoir vécu, dans des relations passées, effectivement, se dire: «Bah, le jour où en fait, je m'en ficherai, c'est que j'aurai complètement désinvesti le couple, en fait. Donc il n'y aura plus de conflit». Donc comme tu disais, finalement, le conflit, c'est pas parce qu'il y a un conflit, c'est pas parce qu'on crie, c'est pas parce qu'on s'engueule que, le couple va bien, parce qu'il y en a qui se disent ça aussi: «Il faut que ça crie, il faut que ça parte, il faut qu'il y ait de la passion». Mmh. Donc quand on parle de conflit, on parle vraiment pas de ça, on parle pas de faire souffrir l'autre ou, ce genre de choses. On parle vraiment de parler de sujets qui nous tiennent à cœur et pour lequel on a besoin de faire une mise au point à 2 parce qu'on veut que le couple avance, en ayant chacune des parties qui soient respectées. Et pour ça, ouais, effectivement, le jour où il y a plus de conflit, c'est qu'il y a il y a plus d'investissement par une ou l'autre partie, dans le couple, et que du coup, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Et du coup, autre question, si toi tu devais donner, un secret alors on entend toujours la communication, je sais pas si ce sera le même, mais, le secret, d'un couple qui fonctionne. Peu importe, le fonctionnement de cerveau de chacun, peu importe, les orientations, peu importe la commu la le background et cetera. C'est quoi qui fait qu'un couple peut fonctionner dans le temps, selon toi? La communication, non, Mais tu peux ça me mais paraît tellement logique, mais je suis une mais communicante dans oui. l'âme, donc Non, non, ça me non, paraît logique. alors il y a un truc qui a beaucoup circulé à un moment, je sais ça recircule régulièrement, mais c'est basé sur une étude américaine d'époux justement, Mmh des mh. scientifiques, les époux Gottman, qui ont parlé de, Beads for Connection, OK. d'invitation à la connexion. Je vais le traduire comme ça, mais Ouais. bon, ben voilà, on va le traduire comme ça et qui montrait qu'en fait, les couples, qui duraient et qui fonctionnaient, en tout cas les couples qui s'entendaient bien, c'était des couples dans lesquels en fait, l'une ou l'autre, répondait aux invitations à la connexion Mmh.
Exemple, je sais pas, je marche avec la personne avec qui je suis et puis on va passer devant, je sais pas, un restaurant sympa. Je vais montrer du doigt, je vais faire: «Ah regarde, ce resto, il a l'air trop bon, faudrait trop qu'on y aille la prochaine fois» et l'autre va connecter avec moi, il va dire: «Ah mais oui, c'est une super idée», enfin voilà. Mmh. Ou par exemple, vraiment des trucs genre: «Oh un papillon» et l'autre va regarder: «Oh où ça? Ah trop bien». Heu, voilà, c'est l'idée Des de, choses bah du quotidien, des petites choses, mais est-ce qu'il y a une interaction, quoi? exactement, que l'autre en fait, enfin, voilà, par exemple, vous êtes en train de, tu es en train de lire un livre et tu trouves un passage super cool ou tu es en train de regarder une vidéo, sur Insta, tu scrolles Mmh. et puis tu rigoles et tu fais: «Ah regarde, il faut que tu regardes ça» et l'autre, va, poser son téléphone et regarder et faire: «Ah, elle est trop marrante cette vidéo» ou des toutes petites choses comme ça et ça peut aussi être des grandes choses aussi, Bien enfin sûr. un petit peu plus grandes choses du style, «Ah, je suis embêtée, avec ce dossier pour le travail, ça me stresse», et que l'autre, réponde: «Bah, est-ce que je peux t'aider?» ou «Est-ce que tu veux en parler?» Enfin voilà. En fait, en gros, quand l'un, l'une ou les membres de la relation, appellent un peu, la connexion, bah, d'y répondre en fait. D'accord. Voilà, ça a l'air très, on va dire, Non, mais très, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle de communication dans le couple, on se dit: «Est-ce que, si j'arrive pas à avoir des grandes conversations de plusieurs heures avec la personne, avec qui je suis en relation, ça veut dire que mon couple fonctionnera pas, il faut qu'on passe des heures à débattre, à machin et cetera». Et en fait, ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est qu'au final, c'est vraiment les petites choses du quotidien où, ça nous permet de savoir, en gros, ça nous enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est tous les petits signes qui nous permettent de savoir qu'on n'est pas tout seul dans la relation, en fait. Et qu'il exactement, y a du lien qui se crée par tous ces petits trucs, les petits gestes d'attention. Donc c'est pas forcément avoir un bouquet de fleurs, mais parce que ça, pendant très longtemps, c'était le cas, «Ah tiens, c'est ton anniversaire, je t'amène un bouquet de fleurs», mais en fait, au final, il y a jamais, d'autre chose. Je te fais un cadeau pour ton anniversaire et puis c'est tout. Mais ça va être «Ah, est-ce que tu as bien dormi? Ah oui, ou non, ah, tiens, j'ai vu ça hier», ou «Ah tiens, ce spectacle est sympa, qu'est-ce que tu en penses?» et d'avoir une réponse de l'autre, pas être complètement ignoré, à chaque fois. Je trouve ça super intéressant parce que, hem, on n'est pas forcément tous doués pour parler. La communication, elle est pas toujours, Mmh. orale, mais en fait, les choses que je mets dans ce que tu viens de décrire, ça peut être, par exemple, on est en train de marcher dans la rue et on a envie de prendre la main de son partenaire, de son ou Mmh. sa partenaire et c'est ne pas être rejeté, par exemple, à ce moment-là. Parce que ça peut arriver. Alors, il peut y avoir, ça peut arriver, qu'il y ait d'excellentes raisons, pour ça, j'ai un chéri, par exemple, qui a très souvent très chaud et qui ne supporte pas d'être touché quand il a chaud. Donc voilà, mais en général, la communication pour nous, ça va être: «Je suis désolée, j'ai trop chaud en ce moment», mais au moins je sais, c'est pas un rejet de ma personne, c'est juste que c'est pas le bon moment et c'est tous ces petits moments d'attention, ça peut être une main sur l'épaule quand on passe, derrière la personne, ça peut être c'est-à-dire qu'il y a pas forcément besoin de mots, Mmh. sur ce que j'entends et ça va être vraiment tous ces petites choses du quotidien qui finalement cimentent, si j'en crois, ce que tu dis, Bien sûr. le couple et d'ailleurs ça m'amène à un sujet, dont on a parlé avant sur le ciment du couple. Un truc qui t'énerve beaucoup toi, en tant que sexologue et je trouve ça super intéressant, que ça t'énerve en tant que sexologue. C'est, qu'on a tous entendu, que le sexe était forcément le ciment, du couple, et que ça devait être la base et c'est des choses qu'on voit encore, plein de fois. Je sais plus quelle célébrité, il y a pas très longtemps, a dit que de toute façon, s'il y avait pas de sexe dans ces relations, c'est que c'était la fin de ces couples et cetera. Donc c'est des choses qui sont encore très, très actuelles au final. Qu'est-ce que Mmh. toi tu as à dire et à répondre sur ce genre de choses? Sur ce genre de Bah, oui, bah, parce qu'en plus le fait qu'il y ait de la sexualité dans le couple, c'est en partie, «mon fonds de commerce» entre guillemets en tant oui, que c'est sexologue ça. et pourtant, j'avoue que oui, cette phrase, m'agace profondément parce que, bah, ça met comment on va dire? Ça encore une injonction quoi, sur les gens, sur les couples, sur les femmes, mais sur les hommes aussi. Sur, tous les couples, hein, d'ailleurs, parce que je reçois dans ma pratique, aussi, beaucoup de couples LGBT. Cette injonction, on la retrouve partout. J'en Mmh. ai marre, j'en ai ma claque. Heu, Il non, fallait le parce dire.
Non, mais parce que c'est normal en fait qu'il y ait un moment en fait où, le désir, ne soit plus, en fait, il y a le début de la relation, effectivement, il y a cette énergie de la nouvelle relation qui va tout embarquer, la nouveauté. On adore, tous et toutes ça, enfin généralement en tout cas, et que ça va emporter le désir et puis, bah, au fur et à mesure, c'est un autre désir qui laisse place et ce désir-là, il se travaille. Ça aussi, Mmh. ça c'est quelque chose que je dis beaucoup, hein, le désir, ça se travaille, c'est pas un truc qui vient comme ça, C'est hyper heu, intéressant ça, ouais. parce qu'à chaque fois, on pense que si c'est pas spontané, c'est qu'il y a pas, Mmh. alors qu'en fait, c'est pas spontané. Mais le problème de cette phrase: «Le sexe, c'est le ciment du couple», c'est que du coup et moi en disant: le désir pardon, c'est pas spontané», ça veut dire, dans les on peut faire le parallèle en se disant: «Bah, du coup, il faut que je me force, il faut que je me pousse, Mmh. il faut que je» alors que non, en fait. Oui, On peut travailler travailler son désir, c'est son pas désir, se forcer à aller coucher avec la personne. C'est rien à voir. Ça n'a pas forcément à être sexuel, en fait, de travailler le désir. Exactement et ça n'a aucun rapport avec le fait de se forcer à avoir des rapports sexuels et donc quand on dit: «Le sexe, c'est le ciment du couple», aussi il y a d'autres phrases du style, «Il faut faire l'amour, X fois par semaine, mois, année», bon là, c'est plutôt par semaine. Souvent, il y a ce truc-là, il faut faire l'amour X fois par semaine. Tous les ans, dans les magazines, il y a une nouvelle injonction, un nouveau truc, il faut le faire toutes les 2 semaines, il faut le faire tous les mois, il faut le faire en fait, c'est un petit peu comme, manger quoi. On a voulu, calibrer quelque chose qui est, différent chez chaque personne. Il y a même des Mmh. personnes, qui n'ont pas du tout de sexualité et qui sont 100 OK avec ça parce que soit, bah, par goût, ou plutôt, dégoût, Mmh mh. mais des fois par juste pas le goût de la sexualité, mais aussi parce que, bah, par choix aussi, bah, pas envie de pratiquer la sexualité, l'abstinence et l'abstinence au sein du couple, c'est quelque chose d'assez commun en fait. Mmh. Voilà. Bon, alors ça veut pas dire que, il y a forcément de l'abstinence dans les couples, âgés, par exemple, hein, ça Non, c'est un c'est autre sujet. C'est pas parce qu'on a plus de 50 ans ou plus de 60 ans qu'on ne peut pas avoir de sexualité. tout à fait. Mais on n'est pas obligé d'avoir une sexualité pour avoir un couple épanoui. En fait, on a développé tellement de choses avec, son ou sa partenaire autre que la sexualité, ça n'a jamais été, la raison qui a fait qu'on s'est mis avec la personne, en fait. Mmh. Et au même titre qu'il peut y avoir du désir, de la sexualité sans amour, enfin, on nous Oui. rabat les oreilles avec les, sex friends ou Mmh. les coups d'un soir, ce qui est 100 OK. Ben, pourquoi dans l'autre sens ça n'existerait pas? Pourquoi il peut pas y avoir de l'amour avec peu ou pas de sexualité, en fait? Ouais, c'est intéressant ça, ouais. De voir, la différence de traitement. Bah, Heu, oui, c'est ça, il faut qu'on consomme encore une fois, beaucoup de sexualité, à plein pot, et cetera et en fait, pas forcément. En fait, on peut bah, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui avait montré que les nouvelles générations, faisaient moins de sexe. d'accord. Bah, c'est pas grave. Non, ouais. Mais de toute façon, ça évoque la question aussi de, comme tu disais tout à l'heure, l ces injonctions à dire, de toute façon pour être, normal, il faut faire l'amour enfin, il faut faire pratiquer la sexualité parce que j'appellerais même pas ça faire l'amour à ce niveau-là, tant de fois par semaine, ça conduit à des violences sexuelles, intra-mariage et Bien cetera, sûr, qui ont parfois, qui n'ont même pas parfois été considérées comme, des violences sexuelles du tout. Enfin, moi, je me souviens là, quand on voit les reportages, de l'INA, par exemple, où on voit dans mmh, les années 50, le fait que, dans la rue, au journal télé, c'était tout à fait possible pour des hommes de dire: «Beh, bien sûr, j'ai déjà violé ma femme, ou j'ai violé des femmes, puis de toute façon, si elle se force un peu, c'est pas c'est son devoir» et ce genre de choses. Hem, donc je me demande si effectivement c'est pas ce genre de choses qui, peut-être, mon côté optimiste qui ressort, qui fait que peut-être aujourd'hui, il y a, les jeunes, se sentent moins ou en tout cas ont d'autres discours en parallèle, que celui de cette injonction-là, à devoir, faire du sexe pour être, épanoui en couple ou pour faire tenir un couple. Même si comme je l'ai dit, encore récemment, voilà. Après, ça pose aucun problème. Il y a des personnes qui ont une sexualité qui est très, très développée et qui veulent, qui ont besoin de ça. À partir du moment où on en revient, sur la chose, à partir du moment où on trouve un partenaire qui est OK avec ça et qui a bien du sûr. respect dans le couple, Mmh. ben, c'est OK, en fait. Mais l'idée, c'est effectivement de pas avoir à forcer. Je crois qu'il y a eu un d'ailleurs un autre,
scandale, entre guillemets, avec un couple très célèbre de télé-réalité français qui vit à Dubaï, où la femme dans le couple, qui est très 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 connue et qui a une très très grosse portée sur les réseaux sociaux, disait, enfin ils avaient fait un live, je sais pas quoi, et ils disaient que c'était tout à fait normal qu'elle se force quand elle n'avait pas envie. Et ça a fait une grosse levée de Mmh. bouclier, y compris dans les commentaires, etc., en disant que c'était pas normal en fait, et que euh, il y a se forcer et se forcer. Mais dans tous les cas, se forcer, on ne sait pas comment elle l'entend. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'elle comment entend elle par là, l'entend, oui. qu'est-ce qu'elle entend par là, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà, est-ce que c'est se forcer parce que je me sens par exemple très fatiguée, j'ai envie, mais je me sens très fatiguée, et du coup, je vais aller contre ma fatigue, par exemple, je vais forcer par rapport à ma fatigue, mais parce que j'en ai envie, c'est juste que j'ai peut-être pas. Voilà, mais il y a vraiment de l'envie, et dans ce cas-là, le côté forçage est sur un autre aspect. Euh, et que je suis OK par rapport à ça et que j'ai envie d'avoir une relation sexuelle à ce moment-là, etc. Enfin, tu me coupes hein, si je dis des choses qui sont Non, non, horribles. non, bah, non, c'est cohérent, Voilà. hein. Ou est-ce que c'est que j'ai pas envie d'avoir de relation sexuelle, mais je vais me forcer parce que la personne en moi, en face de moi, je me dis que si je le fais pas, elle risque de pas être contente, de De me bouder, de quitter, me quitter, d'être énervée, et que je vais mmh. payer sa colère, ses réflexions, etc. Euh, Là, on est sur deux types de. C'est pour ça que je dis il y a forcer et forcer, mais je veux Oui, surtout pas c'est que ce ça, soit et la en croyance mode. aussi. Mm, Il y a la croyance aussi que si je le fais pas, ça veut dire que mon couple va mal, ça veut dire que oui. je l'aime pas. Il y a les 2 en fait, il y a l'autre qui peut exercer, bah, c'est justement des pressions et cetera. Il y a soi-même aussi, et d'autant plus quand on est neuroatypique, on peut être beaucoup plus sensible aux pressions, de «la société» entre Mm, guillemets aussi, et de l'autre, parce qu'on veut absolument s'adapter à cette normalité qu'on est habitué à masquer, à s'adapter, à mm, tout ce qui nous a été présenté comme, ce qu'on doit faire normal, et on peut être aussi particulièrement sensible à ce genre de pression. Donc c'est là où je suis d'accord, enfin de oups, j'ai encore griffé mon micro, pardon. Où il faut être très prudent et prudente mm, là-dessus. Se poser la question, de: «Est-ce que j'en ai vraiment envie, en fait? Est-ce que j'ai envie d'être là où je suis en ce c'est moment ça, même avec cette personne?» exactement. Et alors, bon, je sais que là, c'est des choses, enfin, qui sont très importantes pour moi, des choses que j'essaye, alors pas encore parce qu'elle est petite, même si on en discute, mais je me dis que ça peut être toujours bien de le répéter. Euh, c'est que une relation sexuelle peut s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment, et ça c'est un truc qu'on voit énormément. Je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de films, Mmh. etc. Et le nombre de films, de séries où on voit le héros, enfin le couple, on va dire, qui commence une relation où l'homme dit si tu m'arrêtes pas maintenant, je pourrais pas m'arrêter. Ben si, en fait. Si. Tu devras t'arrêter. Il y a pas de point de non-retour sur une relation. Pendant une relation sexuelle, je trouve ça super important de le redire. Tout à fait. On a le droit de dire non, et à n'importe quel moment, en fait. La personne peut être frustrée, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme toutes les personnes qui ont pu se retrouver frustrées tout au long de leur vie quand leur partenaire ne faisait pas attention à leur propre plaisir et qui ont dû s'asseoir sur leur satisfaction, et qui ont été frustrées à ce moment-là. En fait, une relation sexuelle peut s'arrêter à tout moment et il n'y a pas de point de non-retour, contrairement à ce que la société et la culture populaire, on va dire, essayent de nous faire croire. On n'est pas des bêtes, en fait. Et on a un cerveau, un Heureusement. cortex préfrontal Oui, et une qui, un euh, cerveau. qui est capable, en fait, de venir arrêter les choses normalement, si on l'a développé un petit peu. Donc Normalement, oui. voilà. Mais justement, bah, tu me parlais de de ton enfant, bah, je vais faire un parallèle avec quelque chose nous a appris, enfin, moi, je sais pas, j'ai pas eu ce problème-là enfant, mais c'est, bah, quand tu as commencé ton assiette, tu la termines. Ah oui. Par exemple, ça, je trouve que le consentement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, ça passe par des choses comme ça, en fait, auprès des enfants. C'est pas On parle même pas de sexualité, en fait, on C'est parle de, seulement bah, ça, en ouais. fait, tu plus faim, bah, tu manges plus. En fait, tu vas pas te forcer à finir ton assiette sous prétexte que je te l'ai servie et qu'elle est remplie. C'est ça. Peut-être que j'ai pas bien choisi, j'ai pas bien cerné ton appétit, et qu'en fait, là, tu as plus envie, ou pareil, bah, en fait, on est en train de jouer,
et ben, ou tu un petit camarade ou une petite camarade qui est en train de jouer avec toi, puis tu plus envie de jouer, bah, tu as le droit de proposer de faire un autre jeu ou d'arrêter de jouer et d'aller faire ta sieste, par exemple. Ou moi, quelque chose que j'ai découvert en vivant dans une autre culture, avec ma fille qui grandit dans une autre culture que la culture française, c'est le bisou. On vit dans une culture anglo-saxonne, Ah nous, de oui. notre côté en Irlande, où les gens ne s'embrassent pas, en fait. Il n'y a pas de bisou, il n'y a pas de bise. C'est soit on se dit bonjour à distance, soit pour les gens qui se connaissent, c'est un câlin, un hug. Euh, mais du coup, je vois la... Enfin, j'ai très bien vu quand ma fille était petite l'incompréhension dans le regard de ses grands-parents ou des membres un peu plus âgés ou un peu plus éloignés de la famille, puisque en général avec les oncles et tantes, ça s'est plutôt bien passé dans ma famille. Certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on ne l'obligeait pas à faire un bisou. Et où en fait, je leur expliquais, mais en fait, la politesse, c'est de dire bonjour et au revoir, c'est pas de faire un bisou. Donc si elle n'a pas envie de faire un bisou, si elle n'a pas envie d'être touchée ou qu'on l'embrasse, elle a le droit de dire non. Elle a le droit de venir quand elle aura envie. Et en fait, effectivement, c'est une des premières choses que nous, on a mis en place. Alors, pas du tout, je vais pas mentir, on l'avait pas du tout réfléchi à la base, mais c'est juste ça s'est fait comme ça, puisque effectivement, ben, ma fille n'avait absolument pas l'habitude de faire des bisous pour dire bonjour, à part à ses parents. Bah, c'est ça, ça Et passe puis, par des comportements comme ceux-là qu'on apprend aux enfants et mm, en tant que personne, neuroatypique, souvent, que ce soit par la famille ou même, bah, à l'école et cetera, on a appris à devoir s'adapter, à être, à justement, faire, entre guillemets, «être mm, docile» quoi, mm. entre Non, guillemets. mais c'est... Oui. Bon, voilà et du coup à faire ce qui est attendu et à se correspondre à cet attendu parce que comme on n'y correspondait pas et quand on n'y correspondait pas parce qu'impulsivité, parce que voilà, quand on est en classe, mais on a envie d'être debout tout le temps, on va aux toilettes, on discute, on papa et on se fait disputer et on voit que la punition, elle fait très, très mal, quoi. Mm, mm, mm. On apprend qu'on n'a plus envie de vivre cette punition et donc on doit tout de suite s'adapter, parfois même avant que l'autre ait formulé, Mm. une demande ou mis une limite. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est là où c'est d'autant plus important, et je suis contente qu'on parle du consentement parce que c'est de ça dont il est question, Mm. parce qu'il n'est pas que dans la sexualité, ça c'est quelque chose avec lequel je me bats, enfin je me bats, pas vraiment, mais Non, c'est un vraiment de tes je le combats, ouais. répète avec mes patients et patientes, c'est que en fait, c'est pas juste le consentement, c'est pas juste dans la sexualité, d'autant plus quand on est neurospicy, c'est aussi dans le quotidien, en fait. Mm. Alors, il y a des choses qu'on doit faire parce qu'on doit les faire, voilà, enfin, je ne consens pas à aller jeter la poubelle et pourtant, il faut vraiment que je le fasse. Mais, mais non, aussi, si j'ai jamais été à l'aise avec le fait de faire des câlins aux gens, même à l'âge adulte, si je suis pas à l'aise avec le fait qu'on me touche, si je suis pas à l'aise avec ça, bah, c'est OK, en fait. Mm. Et que c'est effectivement et je peux être polie avec mes collègues au bureau en leur faisant un coucou de la main. Si j'ai pas envie qu'ils me touchent, C'est bah, ça. c'est OK. C'est ça. Et je rajouterais même sur ce que tu as dit, alors pareil, tu me corrigeras si jamais ça fait pas sens, mais au-delà d'avoir appris quand on était petit à devoir cacher nos besoins, en fait, on a complètement aussi, en faisant ça, sur tous les aspects de notre vie, de notre relation aux autres et des situations, comme tu disais, ne pas aller aux toilettes, ne pas parler, rester assis quand on a envie de bouger, quand on est en classe, etc. En fait, on a appris à couper ce que notre corps nous disait. C'est-à-dire qu'on a appris à ne pas faire confiance à nos envies ou aux choses qui nous dégoûtaient, aux choses qu'on n'aimait pas, etc. Et à essayer de se conformer à chaque fois à ce que l'autre attendait. Et donc, du coup, on est complètement... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue et j'ai vraiment dû réapprendre euh, ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Parce que j'avais passé tellement de temps à me conformer à ce que je pensais que les autres, exactement ce que tu disais, attendaient de moi, que je ne savais plus ce qui me faisait plaisir ou pas. Est-ce que j'aimais qu'on me touche comme ça? Est-ce que j'aimais ça ou pas? Est-ce que j'aimais telle ou telle chose? Je savais plus puisque de toute façon toute ma vie j'ai appris, enfin j'ai passé toute mon énergie tout au long de ma vie à m'adapter à ce que les autres attendaient de moi, en ignorant totalement mes propres besoins. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas dans les relations après. Bah oui, c'est ça, c'est pas parce que non, mais c'est pour ça que c'est hyper important de se rendre compte que les comportements, en fait, qu'on a,
et les comportements qu'on a acquis et qu'on nous a appris dès l'enfance ont un impact sur notre vie d'adulte, en fait. Mmh. Même sur des domaines qui ne nous concernent pas quand on a, 3, 4, 5 ans, en fait. Ça va impacter, toutes nos stratégies qu'on met en place, on va les mettre en place dans plein d'autres domaines, en fait. Mmh. Les relations Donc oui. amoureuses, les relations Ouais. sociales, pas seulement. Ouais. Du coup, alors, je sais pas si ça existe ou pas, mais je voulais te demander, ça fait partie des questions, qui me sont venues en préparant cet entretien. C'est Ouais. est-ce qu'il y a, selon toi, des signes, d'une relation amoureuse qui soit saine? C'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut se dire: «Tiens, si je remarque ça dans mon couple, ça veut dire quand même il y a des bonnes bases». Ou inversement, s'il y a pas Mmh. ça, faut que ça me mette la puce à l'oreille au-delà de tout ce que j'ai pu, tout ce que je peux imaginer dans ma tête ou tout ce que je peux, interpréter. Hem, Déjà, si vous aimez la personne que vous êtes avec votre partenaire, Mmh mh. si vous aimez, la personne que vous êtes, déjà ça montre quelque chose de très c'est un très bon signe. J'ai pas mal de personnes des fois, qui me disent: «Je me reconnais pas avec, quand je Mmh. suis avec il ou elle, je me reconnais pas, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui dis ça, Mmh. je suis pas comme ça». En fait et effectivement, mmh, notre partenaire, trouve le meilleur en nous. Enfin Mmh. et nous, on met en place le meilleur pour notre partenaire aussi, quoi. Enfin, donc c'est vraiment cette idée d'être qui on se sent être. Parce qu'en fait, si on est aussi en train de s'adapter dans ce quotidien, Mmh. avec l'autre, bah, c'est pas très bon signe. Et l'autre chose, pour moi, est un signal un peu, d'alerte, Mmh mh. c'est, si, si tu pas à l'aise à parler de ce qui se passe dans ta relation avec les gens qui t'aiment en dehors de ta relation, avec tes proches. D'accord. Si tu caches alors si tu caches des choses, des fois tu ne dis pas tout à tes Bien proches, sûr, c'est normal, tu as ton jardin secret, tu vas pas leur raconter, bien sûr. les voilà, des détails sur, ton intimité. Mais s'il y a des choses dont tu oses pas parler à tes proches parce que tu te dis: «Ils vont avoir une mauvaise image de la personne avec qui je suis et j'ai pas envie que ça arrive», ou si tu te retrouves en position défensive, de Mmh. ta ou ton partenaire, mais pas qu'avec une personne de ton entourage, parce que ça peut arriver des fois, les gens peuvent pas se Mmh. piffrer, c'est comme ça. Mais c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il faut que tu ailles explorer et te dire, «Il y a un problème». Mmh. Si j'ai pas envie que mon entourage, Sache qui me elle est vraiment. convainque que Ouais. je me barre, c'est qu'il y a un petit souci quand même. Ouais. Parce que, bah, bah, voilà, c'est que je suis peut-être en train de revivre des violences et aussi de se sentir en sécurité avec l'autre. Mmh. Se sentir dans un état, de sécurité, d'insouciance, de pas être dans la vigilance. Mmh. De pas se dire: «Il faut absolument que je sois comme ci, comme ça». J'ai jamais compris ce truc dans les films, ce truc un peu humoristique où la nana, elle va se lever, un peu avant et elle va se repoudrer le nez, elle va se remaquiller et elle va se réveiller à côté, être comme ça, toute fraîche, toute pimpante et et j'ai jamais trop compris et pareil ce truc aussi je vais attendre 3 heures avant de lui répondre, pour qu'il ou elle comprenne, je vais attendre ça et je vais faire comme si pour Mmh. que machin enfin, en fait, si tu commences à être dans des trucs Dans des stratégies des de ouais, stratégies, voilà, mais quelle vie tu vas mener avec cette personne? Quelle c'est que tu peux pas fatigue! être trop ouais, c'est que tu peux pas être toi, en Épuisant! fait. Mmh Bah, mh. ouais, si tu dois à chaque fois réfléchir à qu'est-ce que je vais lui dire, quels mots je vais employer. Alors si je lui dis ça comme ça, il ou elle va pas me répondre pendant 3 jours, mais du coup, moi non plus, je vais pas lui répondre pendant 3 jours. Enfin, c'est bon, en fait, je pense que Oui, je ça peux pour le pas coup, c'est pas un conflit sain, ça pour le coup, puisque du coup, tu peux pas être non. vulnérable, en fait. Et c'est vrai que finalement, la personne avec qui tu partages ta vie, bah, elle te vaut elle c'est la personne avec qui tu vas être le plus vulnérable. En tout cas, avec la personne avec qui tu devrais pouvoir être le plus vulnérable, ne serait-ce que parce que si vous avez des relations sexuelles, c'est peut-être le moment où on est le plus vulnérable dans sa vie, d'adulte en tout cas, et donc du coup, bah, si on peut même pas discuter de certains sujets ou si on doit réfléchir à comment on les aborde ou si, on se sent pas légitime ou si on se sent pas, respecté ou qu'on a peur de la réaction, effectivement, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est forcément, fini la relation, mais ça veut dire qu'il y a des grosses questions à se poser sur soi, sur sa relation à l'autre et cetera quoi, C'est ça. Après bon, voilà. ça peut venir aussi de mécanismes, internes. Ah Ça oui, ça peut aussi complètement. enfin, si on voit qu'on a l'habitude de communiquer de façon, indirecte avec tout le monde et que ça marche aussi avec le ou la partenaire, bon, a priori,
Va falloir peut-être réfléchir à des communications plus directes parce que ça doit être assez épuisant au quotidien. Mais si on voit qu'on marche sur des œufs en permanence, non, là, faut se poser la question. Après, je nuance un tout petit peu avec parfois, le ou la partenaire a aussi ses propres Bien problématiques. sûr. Voilà, on va pas aller, foncer dans le tas. Si je sais que, ma partenaire ou mon partenaire, a une sensibilité, quand je parle de, je sais pas, de l'éducation des enfants, Mmh. je sais que ça le ou la touche profondément parce que ça a été un enfant maltraité, par exemple, et que je dis quelque chose qui pourrait, enfin, lui faire du mal, lui faire repenser à des choses traumatiques ou difficiles. Évidemment qu'on fait attention à la Bien sûr. façon, enfin, voilà, mais Mais pas hormis pour tout, ça, quoi. Ouais, voilà, on n'est pas on si balance je pas dois tout. si je dois me poser 25 questions, établir 4 stratégies avec la plus facile à mettre en place et celle qui a le plus de chances de réussir pour qu'il aille chercher du lait au supermarché, là, il y a un problème. Évidemment, Exactement. on parle pas de sujet, effectivement, si quelqu'un a subi des violences, a une histoire un peu compliquée ou est simplement en train de voilà, vous avez quelqu'un qui est en plein burn-out, et le partenaire qui viendrait discuter en mode, «Bon alors, tu fais quoi? Tu veux pas prendre un boulot?» C'est compliqué. Non, Voilà, non. on évite ça. Mais c'est ce sujet-là. Après, la personne en face, elle a enfin, effectivement, marcher sur des œufs en permanence parce qu'on craint les réactions de l'autre, ça doit être un un red flag, comme on Ouais, dit. red flag, signal d'alarme. Tout à fait. Hem et ben, écoute Laura, ça fait déjà un petit moment qu'on Mmh mh. discute. Je pense qu'on va approcher de la fin. Avant qu'on passe sur les questions habituelles de la fin, est-ce que toi, il y avait des choses, peut-être dont on n'a pas parlé ensemble aujourd'hui, qui sont importantes pour toi, que tu aimerais évoquer? Des conseils à donner, des le micro est à toi. Ah waouh, il y a eu tellement de choses, non, C'est il vrai y qu'on a a eu parlé de tellement beaucoup de de choses sur choses. lesquelles j'ai eu envie de, mais que j'ai déjà oublié, hein. J'imagine. Il va peut-être falloir qu'on se revoie. Possible. Peut-être il y aura d'autres questions. Exactement, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, hein. De toute façon, si les gens qui regardent ces vidéos, écoutent ce podcast ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Ça sera avec plaisir qu'on fera, une seconde partie avec Laura. Donc, vraiment n'hésitez pas à mettre vos questions, en réponse. Mais voilà, je sais pas si jamais il y a quelque chose, je suis désolée, j'ai pas de truc particulier à Oui, non, non, mais il y a pas de souci. Bah, là, comme ça, j'ai pas de choses qui me viennent. OK? Donc, voilà, mais si jamais, j'en ai d'autres qui me reviennent, je les noterai pour une prochaine vidéo avec grand plaisir, Ça marche, on fera ça. Du coup, bah, écoute, je te propose de passer aux questions de la fin, celles qu'on Oui, pose habituellement dans notre podcast. OK. Alors la première, qui est des fois un petit peu compliquée, mais en fait, c'est la réponse peut être des fois toute très, très simple. Ça Mmh mh. serait, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous la dernière chose, que tu as achetée ou que tu as appris ou que tu as testé ou une petite technique, un truc comme ça, qui a changé ta vie? Alors ça peut être, n'importe quoi. Ça peut être une app, ça peut être, Ah un oui, truc une app. Oui, oui, vas-y. j'ai. C'est Nipto. Ah! Tu m'en as parlé déjà. Oui, oui, oui. Alors Nipto, c'est une application avec un petit dinosaure, dragon, Ouais. enfin voilà. C'est une application pour le ménage. Voilà, je donne un truc vraiment très pratico-pratique, mais elle est super. Je sais pas, je suis pas rémunérée pour ça. Donc j'ai découvert cette appli qui s'appelle Nipto, qui a changé ma vie. Donc promis, ce n'est pas un rémunéré, même si je pense que je devrais, vu le nombre de personnes à qui je l'ai Oui. recommandé. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux t'installer sur Nipto avec, toute ta famille. Tu peux t'installer sur Nipto avec, ton partenaire et du coup, tu peux mettre les tâches ménagères qui doivent Mmh être mh. faites dans la semaine et à la fin, en fait, il y a un nombre de points qui sont donnés à Mmh. chaque partenaire. Donc déjà, ça permet qu'il y ait de l'égalité entre, les 2. De l'équité aussi parce qu'il y a certaines tâches qui vont ramener plus de points que d'autres. Mmh. Ça gamifie les choses, hein. Nous, on aime bien, la dopamine, donc on est toujours très content d'avoir, un petit supplément, voilà, en bonus et ensuite, ça te permet aussi également de voir où tu en es dans les tâches que tu as effectuées. Si ça fait un OK. mois que tu as pas changé tes draps, c'est marqué dans Nipto. Voilà, D'accord, OK. c'est tout. OK, top. Nipto, ça marche. 2e, question, ce serait quel livre tu conseilles le plus et pourquoi d'ailleurs? En ce moment, alors j'ai fini la lecture d'un livre, qui m'a vraiment chamboulée, qui Mmh s'appelle mh.
Utopia de Camille Le Boulanger, j'espère que c'est bien son nom. Mmh. C'est un livre sur, une utopie, hein, il porte très bien son nom. Il est assez gros, Mmh. donc il m'a valu 3 semaines de lecture, mais j'ai l'habitude de lire des dystopies et là, ça fait vraiment du bien d'avoir un imaginaire assez positif, un monde dans D'accord. lequel, il y a pas de propriété. Ça y est, j'en deviens communiste, mais non, mais en fait, les gens sont libres d'aller et venir, Mmh. d'être, ensemble ou pas. Il y a plus cette notion de propriété, par exemple, dans les relations amoureuses. Mmh. L'autre ne nous appartient pas, il est avec nous parce qu'il a envie d'être avec nous et pas parce Mmh. qu'il est forcé d'y être et qu'il en a besoin. L'autre, ouais. Ça fait des belles histoires d'amour. Les gens, travaillent parce qu'ils font des choses qu'ils aiment, parce qu'ils ont envie de les faire et pas parce Mmh. qu'ils sont forcés. D'accord. Et enfin voilà, c'est un monde un peu idéal dans lequel, Mmh. on peut se découvrir, moi j'ai trouvé assez, multipotentiel ce monde-là parce que le héros par exemple, devient, se spécialise dans tout ce qui est un peu électricité, Mmh. puis va devenir, heu, régisseur et puis il va devenir, enfin faire de la réhabilitation de bâtiments, mais va à la fois faire enfin 1000 métiers en fait dans une Ah, vie. trop bien. Et je me suis dit: Le «Ah rêve. waouh, j'aimerais trop pouvoir faire, 1000 métiers comme lui quoi». Et c'est comme ça que ça se passe quoi, genre, si tu veux, tu vas à l'université apprendre les mathématiques, mais si ça t'intéresse, tu vas faire de l'anthropologie, ça a rien à voir, mais enfin voilà. Le Je me suis dit: rêve. «Oh, si seulement ça pouvait Bon, être on comme vous ça». mettra, les infos en commentaire parce que Oui, j'ai envie de le lire moi aussi, donc voilà, je te du coup, ça me l'enverrai, donne envie. franchement, il trop bien, j'ai trouvé la bibliothèque fantastique, voilà. Ah, parfait. Et ben écoute, je prendrai, volontiers. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as une citation à partager avec nous et avec nos auditeurs? Oui, alors, je ne sais plus, enfin, je ne suis pas sûre que ça soit quelqu'un une grande personne Mmh. qui l'ait cité, mais c'est quelqu'un il y a très longtemps qui m'a dit ça et je l'ai gardée avec moi et je la partage, pas mal, surtout dans les D'accord. relations amoureuses et je suis contente de conclure avec celle-là. Elle est un peu triste, mais voilà, c'est, «Bien souvent, on ne se quitte pas par, manque d'amour, mais par manque d'avenir». Et Mmh. cette phrase-là, je la sors très souvent parce que très souvent, Mmh. j'ai des personnes, qui veulent pas se séparer et qui pourtant en fait, se disent: Rempli «Mais je d'avenir. l'aime, mais je» Ouais. en fait, est-ce que tu as encore de l'avenir avec cette personne? Pose-toi la Mmh. question. Voilà. D'accord. Bah, c'est très, très, très inspirant, je trouve, comme citation. Non, mais c'est vrai que ça amène beaucoup de réflexions au final, sur comment on perçoit sa relation au final, à l'autre, donc je trouve ça très intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup Laura, pour ton temps, pour, ce partage, avec moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et j'ai Du adoré ce coup, moment, merci Lauriane. voilà, avec grand plaisir, j'ai beaucoup aimé aussi. Je m'excuse par avance pour les habitués du podcast et des vidéos caméos si je n'ai pas suivi exactement à la lettre, tout comme d'habitude. Julien n'était pas là, il est en vacances en ce moment. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je te remercie également Laura. On se retrouve très bientôt de toute façon toutes les 2 pour la suite, de Sexosphère, dont vous allez, très vite entendre parler. Je suis sûre que ça va faire un boucan d'enfer. Parce que c'est vraiment un super projet, donc mais on vous donnera toutes les infos en description. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne continuation. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à marquer les questions qui viennent, comme ça, si on a, de quoi, on fera avec grand, grand, grand plaisir une partie Oui, 2. tout à fait. Merci beaucoup Lauriane pour ton Avec grand écoute plaisir, avec grand plaisir. et tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillée. Merci, Voilà, tu peux être fière de toi. Moi, je le suis. merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Au Au revoir. revoir.